Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Dans laquelle nous allons parler de Elementary OS, qui est une distribution Linux qui se veut être une alternative à Windows et macOS, rapide, libre et respectueuse de la vie privée. Donc tout ceci, c'est beaucoup de blabla pour finalement une distribution Linux que je vais vous montrer par la suite. Donc je voulais quand même vous montrer un petit peu le site et à quel point il vous limite, force la main pour balancer de la thune. Concrètement, si vous balancez pas de thune, donc là, par exemple, il vous demande carrément d'entrer une somme. Donc si j'entre 0, bien évidemment, je peux télécharger la distribution. Mais clairement, vous voyez un petit peu ce que je veux dire concrètement. Donc là, ici, vous avez les différentes mises à jour. Donc on peut voir très clairement qu'il y a beaucoup de mises à jour. Donc par exemple, il y a eu les mises à jour de mai 2020. Donc pour ERA 5.1.5, donc la toute dernière version de Elementary OS. Donc quelques modifications au niveau de l'App Center. Donc notamment, les utilisateurs peuvent maintenant installer des mises à jour sans les permissions administrateurs, ce qui est plutôt sympathique. Donc l'utilisation des Flatpaks qui ne nécessitent pas non plus d'authentification, les fichiers. Donc maintenant, vous pouvez copier une image et la transférer vers une autre application. Et du coup, si vous copiez cette image vers une application, ça transférera l'image et non pas le nom du chemin d'accès. Ce qui est assez intéressant et ce qui fait penser que Maledictio était un gros con avec ses chemins d'accès de fichiers dans la description de ses vidéos à l'époque. Et donc là, vous avez, et bien plus, dans les network settings, il y a maintenant le support des sécurités réseau, donc notamment le cryptage, soi-disant, donc je suppose qu'il parle de VPN. Donc résolution de bugs ici. Enfin, on peut voir qu'il y a un suivi de la distribution qui est vraiment qualitatif. Ça, concrètement, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. La distribution, elle est de qualité et ça, je vais vous le montrer. Moi, concrètement, il y a quelques petits défauts que j'ai à renommer, mais concrètement, c'est pas du tout une mauvaise distribution. Donc je pourrais vous montrer pendant des heures ce qui se marque sur le site. Donc certains sites, donc principalement anglais, donc Wired, Ars Technica, Forbes. Il me semble que Forbes est un... Non, c'est un site anglais également. Donc eux aussi, ils ont dit que c'était une surprise. Welcome back to what I love about Xlinux Distro, a series that shines the spotlight on whatever Linux OS I've been tinkering on with recently, and the feature that distinguishes it from the pack. It debuted with... Ok, bon, il a commencé avec Ubuntu Budgie, mais maintenant, il est parti sur... donc il aime l'App Center, moi aussi je trouve que l'App Center est vraiment de qualité, c'est vraiment quelque chose de très très qualitatif. Et oui, en effet, il y a des logiciels tierce party qui ont été développés pour elle. Et je pourrais vous montrer ça pendant des heures aussi. Je pourrais vous montrer pendant des heures tous les avis ici, donc l'avis de Wired, l'avis de Lifehacker, MacLife, Forbes, Ars Technica et autres. Mais c'est pas ce qui m'intéresse donc. Certes, oui, le même logiciel, donc GNU Linux, qui est utilisé par le département américain de la défense, de la Banque de Chine, et en plus. Donc là, par exemple, vous avez toutes les différentes vulnérabilités sur Ubuntu 18.04 LTS. Donc il y en a eu très très récemment qui ont été corrigés bien évidemment. Mais vous pouvez voir ici que depuis la Ubuntu 4.10, toutes les vulnérabilités ont été recensées. Donc d'ailleurs, si on va sur la Ubuntu 4.10 ici, on peut voir que les dernières vulnérabilités ont été affichées en avril 2006. Et si on va sur la 19.10, on peut voir qu'elle est également concernée par les vulnérabilités à l'heure actuelle. Mais la 19.04, vu qu'elle n'est plus supportée, voilà, il n'y a plus de support. Mais concrètement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la 18.04 LTS. Parce que c'est là-dessus qu'est encore basée à l'heure actuelle la distribution dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, bon, nous allons un petit peu... Donc vous avez différents modes, vue multitâche, picture-in-picture, ne pas déranger, les applications proposées par défaut que je vais vous montrer par la suite, 3 façons d'explorer, contrôle parental, les raccourcis clavier, bla 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 bla. Bon, je pense qu'on en a vu assez sur le site. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la distribution en direct. Donc pour commencer, il va falloir se concentrer sur un point. C'est que déjà, il y a quelque chose ici qui s'affiche, ça vient de ma carte graphique, ça n'a strictement rien à voir avec la distribution en elle-même, je tiens à préciser.
Donc c'est assez dommage, je ne sais pas m'en débarrasser, peut-être que quelqu'un saura me l'expliquer, mais concrètement je ne sais pas comment on se débarrasse de ce watermark ici de chez Nvidia. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer la distribution en plein écran. Vous pouvez voir ici le lock screen, qui est plutôt propre, j'ai tendance à dire quand même qu'il est relativement joli même. Minimaliste. Concrètement la distribution, son point fort c'est d'être minimaliste. Donc là vous voyez un petit dock en bas, bon d'accord. Je vais vous montrer les paramètres du système, ça ressemble beaucoup à macOS. Applications, vous pouvez gérer les applications par défaut. Epiphany, navigateur par défaut. Le truc d'email de Panthéon, le truc de calendrier de Panthéon, le truc de vidéo de Panthéon, le truc de musique de Panthéon, le truc de visionneuse de photos de Panthéon, code de Panthéon et fichier de Panthéon. Donc maintenant je vais vous montrer la vue multitâche. Donc ça, alors je suppose que ça se fait avec un trackpad par la suite. Mais parce que je ne peux pas faire de gestes comme ceci, mais je peux faire ça. Donc je peux passer d'un truc à l'autre. Je pense qu'avec un trackpad, ça doit beaucoup mieux fonctionner. Ici, vous avez le navigateur web. Donc moi, je trouve que c'est assez basique. Concrètement, c'est le navigateur web, de toute façon, que vous connaissez, mais qui a subi un léger reskin par rapport à celui par défaut de GNOME. Mais Epiphany, c'est le navigateur par défaut de GNOME. D'ailleurs, c'est marqué ici, bienvenue dans GNOME Web. Donc si on va sur youtube.com, par exemple, vous pouvez voir que vous avez l'interface de YouTube, c'est relativement propre. Concrètement, le web s'affiche de manière assez... et si je fais un petit What Browser, sachant qu'il utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut, ce qui n'est pas le cas, il me semble, du système de chez GNOME de base, de GNOME Web, il me semble que ce n'est pas le cas. Donc JavaScript est fonctionnel, les cookies sont supportés, encore heureux. Et ici, oui, en effet, il détecte bel et bien qu'on utilise le système de fichiers, enfin le système de gestionnaire de fenêtres, je veux dire X11, donc X11 Windows System. Donc là, ensuite, après vous pouvez voir la résolution d'écran, notamment en 24 bits, donc 1920 par 1080. Et là, la browser Window Size, donc c'est vraiment extrêmement précis. Donc non, je n'utilise pas Tor. Et Do Not Track n'est pas supporté par ce navigateur. Ah, donc Epiphany 605.1. Alors je ne sais pas si l'on peut avoir quelques préférences ici, mais concrètement le navigateur est très très basique. D'ailleurs vous pouvez même faire une synchronisation Firefox, chose que je trouve très très sympa. Ça c'est vraiment quelque chose de cool. Quelque chose qui me ferait limite utiliser Epiphany si jamais j'utilisais Elementary OS en tant qu'OS principal. Ce qui n'arrivera jamais parce que je suis fan incontesté de OpenSUSE, mais concrètement... ça m'empêcherait pas du tout de le faire. Voyons maintenant le client mail. Donc je suppose que le client mail, voilà, il va me demander un mot de passe, un identifiant et un mot de passe. Mais concrètement, si je rentre quelque chose ici, donc je vais le faire. Bon, visiblement ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc concrètement, on verra ça plus tard. Maintenant, je vais vous montrer le calendrier. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ce que certains, même d'ailleurs les Anglais, appellent ça limite un démineur. Parce que c'est un petit peu ça. Donc vous pouvez prendre des rendez-vous éventuellement, je suppose ici, ouais voilà, vous pouvez prendre des rendez-vous ici. Vous pouvez activer ou désactiver la gestion de la localisation, ce qui est assez intéressant. Mais concrètement, ça encore une fois, c'est quelque chose de très très propre. Vous avez ici le lecteur de musique, donc ça ressemble vaguement à du Rhythmbox, j'ai l'impression. Mais pas tout à fait, c'est beaucoup plus minimaliste. Vous pouvez ici, vous avez un égaliseur graphique. Vous pouvez importer de la musique ou changer de dossier musique, ce qui est assez sympathique si vous avez un disque dur externe par exemple. Vous avez également le lecteur vidéo, donc ça je suppose que c'est une interface, un front-end pour GNOME MPV encore une fois. Mais bon, là aussi c'est très très propre concrètement. Toujours pareil, si vous voulez agrandir la fenêtre, parce que vous ne voulez pas faire de gestes comme ceci vers le haut, vous pouvez le faire. Par contre, vous n'avez rien pour la réduire. Vous êtes obligé de faire un raccourci clavier. D'ailleurs, je trouve ça relativement moche. Vous êtes obligé en fait d'appuyer dans le dock. Pareil pour les paramètres du système, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez gérer des applications au démarrage. Donc bon, ça on a vu après tout ceci. Bon, sinon là après les paramètres, c'est tout ce qui est de plus classique. Je trouve que ce qui est un petit peu particulier, et encore, c'est celui du son. Parce que vous pouvez par exemple sélectionner de flasher l'écran ou pas. Front, left. Front, right. Voilà, bon ça c'est le test par défaut de GNOME et d'ailleurs la plupart des distributions Linux. Mais bon, ça c'est un petit peu différent, c'est on dirait une sorte de... Voilà, donc d'ailleurs ici apparemment ça active le micro, ce qui m'indique ici que le micro est activé. Encore une fois,
c'est extrêmement qualitatif. Je dois dire que ça encore, c'est une distribution qui fait les choses très très bien. Et ça, concrètement, j'ai pas à m'en plaindre du tout. Alors, vous avez également le support du Bluetooth, le support des comptes en ligne, si jamais vous voulez, par exemple, récupérer les mails directement dans l'application Mail, accéder au courriel avec Fastmail, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je pense que ça va être un client mail également. Et vous avez aussi Last.fm si jamais vous voulez écouter de la musique, ce qui peut être assez sympathique pour vous. Les réglages du réseau sont assez basiques, d'ailleurs vous voyez ici clairement l'accès dans un sens et puis dans l'autre au réseau, l'usage, et puis tout ça, vous avez un mode avion, vous avez un VPN ici que vous pouvez activer ou désactiver. Bah non, mais clairement c'est une distribution qui est taillée pour les débutants. Clairement, il n'y a rien à dire. Bon, l'alimentation c'est très basique, je dirais même que c'est trop basique. Et là, dans à propos, vous avez quelque chose d'assez basique, donc encore une fois, Elementary OS 5.1.5, basé sur Ubuntu 18.04. Et c'est là que le bas blesse, parce que je pense que maintenant, il devrait sortir une version 5.2 ou une version 6 qui est basée sur la 20.04. Je suppose que c'est dans le travail, mais là maintenant, ça fait 2 mois que la 20.04 est sortie à peu près, et on attend toujours. C'est vraiment dommage. Pour vérifier les mises à jour, rien de plus simple, vous avez le centre d'application qui s'ouvre, et qui vous dit que vos distributions sont à jour. Et là, en l'occurrence, tout a été mis à jour, donc notamment avec des applicatifs qui datent de Ubuntu 18.04. Donc c'est exactement les mêmes dépôts. Alors moi maintenant, je voulais en venir un petit peu à quelque chose qui me déçoit pas mal. C'est que si l'on va par exemple dans accessibilité, on va retrouver donc ce qu'ils appellent des applications non vérifiées, donc des applications qui proviennent des dépôts Ubuntu 18.04. Donc par exemple Kmouse Tool qui permet de faire de l'autoclic sur certaines applications, ou alors Workrave qui permet à peu près de faire la même chose. Bon, ces applications-là, ça ne pose aucun problème. Elles viennent de Ubuntu 18.04, enfin il n'y a rien qui vraiment pose problème. Si on va ici dans Accessoires, on peut voir qu'il y a certaines applications qui coûtent de l'argent. Donc encore une fois, là, on a vu tout à l'heure que la distribution nous quémandait un petit peu d'argent pour soi-disant survivre. Et là maintenant, on se retrouve avec carrément une distribution qui est en freemium. C'est-à-dire qu'il y a certaines portions de la distribution qui sont payants. Et ça, je trouve ça absolument honteux. Bon, les trucs de base sont gratuits. Mais par exemple ici, Astuce PDF, donc un logiciel qui vous permet de modifier un petit peu vos PDF, de les couper par exemple, d'extraire les pages et autres. C'est une application payante, qui d'ailleurs concrètement vous payez 2$ pour quelque chose qui a été mis à jour il y a presque un an. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mise à jour. Pareil pour Give Me Lyrics, qui est une application payante. Dernière mise à jour, il n'y en a jamais eu en fait, il n'y a jamais eu de mise à jour. Donc ça encore une fois c'est assez dommage. Easy SSH pareil, application payante. Et c'est à peu près pareil pour toutes les catégories. Si vous allez dans audio, vous allez par exemple trouver un métronome à 1$. Donc vous savez ce que c'est un métronome, c'est plus ou moins une boîte à rythme. Vous avez ici Melody qui est un lecteur un petit peu à la iTunes, ou à la Clémentine, ou à la Rhythmbox, qui va vous coûter 5$ aussi. Donc c'est un petit peu, je trouve, comment dire, vous la sentez la douille. Un client de podcast ici pareil, donc en licence libre, mais 5$ pareil. Si on va dans bureautique, c'est à peu près pareil. Sauf que là, par exemple, vous avez un truc, une petite application qui d'ailleurs probablement n'a jamais été mise à jour, qui vous ah si, 23 juillet 2019, j'ai rien dit. Mais encore une fois, je m'attendrai quand je paye 10$ pour une application qui permet de visualiser et surveiller les crypto-monnaies avec soi-disant facilité, je m'attendrai à ce qu'il y ait une mise à jour au moins une fois par mois. Parce que j'ai payé une licence pour un petit programme certes, mais pour un programme quand même. Après je suppose qu'on doit pouvoir trouver les points d'EB quelque part sur internet, c'est pas vraiment problématique. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir me rendre compte que cette distribution là, elle pose un petit peu problème. Bon, encore une fois on a les applications non vérifiées. D'ailleurs LibreOffice n'est pas préinstallé, c'est assez intéressant, mais vous n'avez pas de suite bureautique préinstallée. Donc si vous allez dans bureautique, dans infographie, internet, la distribution, elle ne pèse que 1,48 Go à l'installation, elle est très légère. En ce qui concerne l'expérience utilisateur, qui est très bonne, je trouve, la consommation, on est à peu près à 700
750 mégaoctets de RAM en idle, qui peut paraître énorme, mais finalement quand on y pense, c'est l'équivalent d'un Cinnamon, c'est l'équivalent d'un KDE Plasma, c'est l'équivalent d'un XFCE qui aurait eu quelques docks avec quelques appelés qui tournent en arrière-plan, quelques trucs comme ça. C'est aussi l'équivalent d'un Budgie, c'est aussi l'équivalent d'un Maté qui aurait été alourdi avec des thèmes un peu plus lourds. Donc c'est pas des DE bruts de décoffrage, mais je vous parle de DE milieu de gamme qui auront été bien remplis. Voilà, donc c'est à peu près pareil pour toutes les catégories, et ça clairement je trouve ça décevant. Je suis vraiment déçu. Sinon, la distribution elle-même est très très bonne. Il n'y a rien à dire. Concrètement, comme je vous ai montré, tout est à peu près... Voilà, donc vous avez également l'application de caméra ici que j'ai oublié de vous montrer. Bon, c'est un petit peu un front-end pour Cheese. C'est à peu près la même chose, mais bon, vous pouvez... par exemple, d'ailleurs, c'est un petit peu con, vous pouvez faire des enregistrements de fond noir. Je trouve ça assez particulier, mais bon, si vous avez envie... Je sais pas où on retrouve après les... Alors, où est le gestionnaire? Voilà, gestionnaire de fichiers, il est là. D'ailleurs, on peut très bien l'épingler au dock. On peut très bien déplacer les trucs dans le dock. Ça, c'est très très intuitif. Mais donc, du coup, si on va dans vidéo, webcam, on peut lire ici... Non, d'ailleurs non. Ouvrir avec autre application. Puis j'ai toutes les applications. Donc là, du coup, par exemple, une petite particularité. Donc là, visiblement, ça ne se lit pas, mais avec les applications par défaut, je ne peux pas, par exemple, lire les fichiers que produise la webcam. Donc ça, j'aimerais bien voir ceci modifié pour une prochaine utilisation. Pour une prochaine version, ça serait peut-être intéressant de voir une petite modification de leur part. Mais sinon, en ce qui concerne ici, système de fichiers, il n'y a que 5 gigasets qui ont été exploités par la distribution, qui crée des partitions en EXT4 par défaut, donc il n'y a pas de XFS, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule, vous ne pouvez pas sélectionner ça à l'installation en mode guidé. Par contre, si jamais vous faites vos partitions vous-même, bien évidemment, vous pourrez sélectionner votre format de partition préféré. Sachez d'ailleurs que c'est de l'Ubiquiti, donc c'est l'installateur d'Ubuntu. On arrive directement sur l'installeur, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de live CD, il n'y a pas de live USB, c'est-à-dire qu'on arrive directement sur la distribution. Par contre, si jamais l'installateur échoue, vous arrivez quand même sur le live USB, live CD, vous appelez ça comme vous voulez, de Elementary OS, ce qui peut être assez intéressant pour faire des tests. Sinon, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'assez intéressant quand même. Au premier démarrage, vous avez Elementary OS Welcome qui s'ouvre, une petite application qui s'ouvre ici. D'ailleurs, je trouve les fonds d'écran assez jolis, soit dit en passant. Donc, on a le lock screen, puis on a une sorte d'out-of-box expérience, donc Elementary Welcome, plus que correct concrètement. Donc, au programme, on a le réglage de la géolocalisation, un mode nuit, que moi j'ai choisi d'activer, qui se met ici en haut. Donc, si jamais je règle le mode nuit ici, je vais dans paramètres du mode nuit. Je peux activer ou pas du coucher au lever du soleil. Je peux choisir la température de la couleur et autres. Donc par exemple, j'ai choisi que automatiquement ça se mette du coucher au lever du soleil. Donc je suppose qu'après il doit y avoir un petit appelé derrière qui doit vérifier ça en permanence. Mais ça vous avez un Redshift intégré, ce qui est plutôt qualitatif. GNOME ne le fait pas très bien par exemple. Par défaut, GNOME a d'énormes problèmes avec ça. Sinon, vous avez également un nettoyage de fichiers proposé par défaut. Donc ça, vous avez une sorte de BleachBit qui est une ersatz de BleachBit qui fonctionnera automatiquement, donc qui supprime les fichiers temporaires et qui vide la corbeille pour vous. Un petit peu comme fait Fedora d'ailleurs. Et vous avez après un onglet pour installer des applications et puis pour régler le système. Donc il vous invite à aller faire des réglages dans le système et aller bricoler. D'ailleurs, petit réglage que moi je trouve clairement qui est manquant. Si on va dans Bureau, qu'on va dans Doc, par exemple, on peut pas s'amuser à faire vraiment des trucs... bon, on peut régler la taille. Bon, c'est pas très précis. Mais on peut pas faire, par exemple, comme sur un Mac, quand je passe la souris, le dock s'agrandit un petit peu. Je peux pas vraiment m'amuser à faire ça. Par contre, je peux régler des coins intelligents. Donc, par exemple, si je fais ça vers le haut, je peux balancer la vue intelligente. Ici, je peux par exemple maximiser la fenêtre actuelle si je la balance vers le bas. Ouais, ou si je fais comme ça, voilà. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien.
Si je choisis d'afficher toutes les fenêtres dans ce coin-là, bah ça me fera comme ceci. Donc ça ressemble beaucoup à GNOME. Et si je veux afficher le menu application, voilà, donc ça part comme ça. D'ailleurs, ça serait plus intelligent de le mettre par ici. Voilà. Sinon, dans l'apparence, vous avez les animations des fenêtres que vous pouvez activer ou désactiver. Moi, perso, à l'usage, je les désactiverai. Parce que ça ne sert pas à grand chose. À part si vous avez une partie graphique qui est suffisamment performante et que ça ne consommera pas beaucoup. Mais vous avez du coup quelques petits fonds d'écran par défaut. Moi, perso, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci est très très joli aussi. Et puis ça change au gré du vent. Enfin, c'est vraiment... c'est bien fini. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à reprocher. C'est une distribution qui, à mon avis, de par son usage des Flatpak, est une distribution qui va survivre la snapification par la 20.04, tout comme Linux Mint a promis qu'il n'y aurait pas de snap dans la version 20.04. Donc il n'y aura pas de snap et il n'y aura rien de vraiment problématique à ce sujet-là. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine!